Voilà, alors dans cette vidéo, on va parler d'intégration continue et de pipeline automatisé. Donc l'objectif, c'est, quand on développe du code, de pouvoir automatiquement compiler, tester ce code et même le packager, donc préparer des exécutables et notamment des images Docker. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu une pratique standard. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Si vous prenez GitLab, GitHub, Bitbucket, tous ces services vous donnent la possibilité de construire des pipelines automatisés. Et puis, c'est aussi possible d'utiliser des outils en dehors du système de gestion de version. Il y a un outil qui est très utilisé qui s'appelle Jenkins, par exemple, qui permet de faire cette automatisation. Donc ici, je vais vous montrer comment j'ai utilisé GitHub Actions, qui est la solution proposée par GitHub pour faire ce processus automatisé. On démarre avec une version très simple, mais qui fait déjà quelque chose de pratique. Chaque fois que je vais faire une merge request et la ramener sur master, je vais automatiquement recompiler le code Java dans l'environnement cloud de GitHub. Et si tout s'est bien passé, je vais créer une image Docker et la mettre dans un registry Docker pour que mes utilisateurs puissent exécuter cette image. Donc si je vous montre le résultat final, ici on voit que j'accède à rien du tout. Par contre, si je viens dans mon terminal ici et que je fais un Docker Run avec le nom de l'image, et on voit que le nom de l'image commence par GHCR pour GitHub Container Registry, eh bien, je vais récupérer l'image qui est le résultat de la compilation de mon code. Je vais l'exécuter en local. Vous voyez que le serveur d'application a démarré. Et si je reviens dans mon navigateur, je peux avoir accès à mon application. C'est une image qui est publique. Donc, n'importe qui pourrait utiliser mon application simplement en utilisant cette commande. Si je vais dans le repos GitHub qui contient mon code, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, dans Action, ici, vous voyez cette notion de workflow. Moi, j'utilise souvent le terme de pipeline, c'est la même chose. On voit ici, chaque élément ici est l'exécution d'un pipeline, de mon pipeline. On voit que la dernière fois que j'ai mergé une pull request, tout s'est bien passé. Et si je vais voir les détails, eh bien, j'ai ici toutes les étapes de mon pipeline où on voit que j'ai une étape de construction du point war avec Maven et puis j'ai une construction de mon image avec Docker. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et puis ça vous permettra de faire la même chose et de profiter de cette automatisation pendant tout le semestre, de faciliter votre collaboration avec vos collègues au sein du groupe et aussi de nous mettre à disposition votre application au fur et à mesure que vous la construisez. Vous allez trouver beaucoup de documentation en ligne. Je vais vous montrer qu'on peut, avec relativement peu de code, démarrer et faire un pipeline simple. Mais évidemment, au fur et à mesure, vous allez vouloir l'enrichir, vous allez vouloir rajouter des choses, eh bien vous allez trouver énormément d'informations sur le site de GitHub. Avec la solution, vous avez accès à un ensemble d'actions de base, c'est ces briques de fonctionnalités, par exemple pour faire la compilation Java. Mais la communauté contribue aussi des actions supplémentaires, par exemple pour faire une intégration avec des systèmes de messagerie ou d'autres logiciels. Vous pouvez aussi développer vos propres actions, les utiliser dans vos pipelines et les partager avec d'autres développeurs. Finalement, un petit mot sur le registre. Quand on commence à travailler avec Docker, on utilise Docker Hub, qui est le registre
de containers par défaut, mais il est possible de travailler avec d'autres registres qui peuvent être soit privés, soit publics. Depuis un moment, Docker fournit un registre, donc nous donne la possibilité de publier et de partager des images dans leur infrastructure, sans qu'on ait besoin d'installer quoi que ce soit. GitLab fait la même chose depuis même un peu plus longtemps. Et si on regarde GitHub, on voit que le registre fait partie d'un service plus large qui s'appelle GitHub Packages, qui permet de gérer et de publier différents types de packages. Des containers, enfin des images Docker, mais aussi des librairies Java avec Maven, des packages JavaScript avec NPM, des packages .NET avec NuGet. Historiquement, GitHub avait une première solution pour publier des images Docker au sein de ce service. Et ça fait depuis le 1er septembre qu'ils ont démarré une bêta avec un nouveau service qui s'appelle maintenant le GitHub Container Registry. Donc soyez conscients de ça quand vous allez regarder, lire la doc. De temps en temps, vous allez tomber sur une description de l'ancien service et de temps en temps sur celle du nouveau. Une des différences principales et les plus intéressantes du nouveau service, c'est la gestion des droits. Qui est-ce qui a le droit de mettre à jour des images? Qui est-ce qui a le droit de récupérer vos images? Dans l'ancienne version, on n'avait pas beaucoup de flexibilité. Il y avait un couplage très fort avec les permissions qui étaient données directement sur le repos. Dans la nouvelle version, on a découplé ces choses. Vous pouvez avoir des droits sur le repos qui contient votre code source. Donc, qui est-ce qui a le droit de lire et d'écrire le code source? Et vous avez une autre gestion des droits en ce qui concerne les images. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est anonyme et qui va avoir droit de récupérer vos images, mais qui ne va pas avoir de visibilité sur le code. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer très concrètement comment ça se passe. On a déjà vu le pipeline en action. Mais si je reviens dans le code source, vous voyez qu'il y a ce dossier .github/workflows, donc un dossier caché, avec un fichier qui, dans mon cas, s'appelle pipeline.yaml, mais c'est un nom arbitraire. Vous pourriez l'appeler autrement. Donc, c'est possible, dans un repos, d'avoir plusieurs pipelines. Et ici, on a automatisé ce qui se passe quand un commit est fait sur la branche master ou si une pull request est ouverte sur master. Mais on peut automatiser d'autres choses, on peut réagir à d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe quand une issue est créée sur le projet? Qu'est-ce qui se passe quand un tag est ajouté sur Git? Qu'est-ce qui se passe quand une pull request est acceptée? On peut, dans ces cas-là, faire différentes choses, notifier des personnes, notifier des systèmes pour déclencher des processus en aval. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire. Donc, on va regarder ce fichier-là, mais vous voyez que ce n'est pas très long. Hein, donc, on peut démarrer simple et efficace. Le premier bloc, c'est justement cette spécification du trigger. Qu'est-ce qui va déclencher ce pipeline? Dans ce cas-là, j'ai dit que je voudrais réagir au push, mais pas au push sur n'importe quelle branche. Je vais réagir si on push sur la branche master. Et de la même manière, je vais réagir si quelqu'un ouvre une pull request pour ramener des choses sur master. Alors, le comportement est bien fait, c'est que si vous développez dans votre branche et que vous poussez des commits, ça ne va pas tout de suite déclencher le workflow, ce qui serait dans certains cas un gaspillage de ressources. Par contre, à partir du moment où vous ouvrez votre pull request, vous démarrez ce processus de revue de code et de discussion.
chaque fois que vous allez pousser un commit dans cette pull request, là, ça va redéclencher le workflow. Donc, vous allez pouvoir voir si ce que vous êtes en train d'essayer d'améliorer améliore les tests, par exemple, et permet d'accepter et de merger votre PR. Donc ça, c'est la partie trigger, qu'est-ce qui déclenche le workflow. Et puis ensuite, on a les jobs. Donc, c'est les choses qu'on va faire, les étapes de notre pipeline. On peut indiquer le système d'exploitation qui va être utilisé pour exécuter toutes ces actions. Ici, je suis sur une Ubuntu. Vous imaginez que derrière les décors, GitHub utilise des containers pour implémenter ces pipelines et finalement créer des infrastructures pour une durée de temps assez limitée et nous permet de profiter de cette infrastructure pour faire un build ou autre chose. La structure est toujours la même. Un step peut avoir un nom, comme test ici, comme setup JDK 11. Et si on renseigne ces éléments, je vais ouvrir ici action. Je vais revenir dans la dernière exécution. Je vais afficher les détails. Vous voyez, ces éléments qui sont ici correspondent au name. J'ai ensuite la possibilité avec run d'exécuter une commande sur le système d'exploitation. Donc c'est vraiment comme si j'écrivais un script shell. Cet élément ici pourrait être dans mon script shell et ici je l'exécute directement dans l'action. J'ai accès à plein de variables d'environnement qui sont setées par GitHub avant l'exécution. GitHub Actor, par exemple, contient l'identité de la personne qui est à l'origine du déclenchement. Donc mon ID GitHub, si c'est moi qui ai déclenché le workflow. Ici, j'ai juste affiché cette valeur, mais je ne l'utilise pas pendant la suite du pipeline. J'utilise ensuite des actions qui sont fournies de base par GitHub. Checkout permet de faire un checkout du code. Je vais ensuite configurer mon environnement Java en disant que je veux travailler en Java 11. Cette configuration ici, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très importante. Elle va beaucoup réduire la durée du processus de build. Vous vous souvenez que quand on utilise Maven, on va récupérer les dépendances. Et puis avec les frameworks modernes, on a beaucoup de dépendances. Donc si on doit tout télécharger à chaque fois, ça va reprendre plusieurs minutes à chaque build. Et ça va gaspiller du réseau pour rien. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit une partie des choses que tu vas les garder dans un cache. Et la prochaine fois que le pipeline va être exécuté, tu vas pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est des choses qui sont décrites. Je ne vais pas expliquer exactement la signification de ces clés ici. C'est assez clair quand vous lirez la doc. Étape suivante, j'exécute une commande, comme je le ferai sur ma machine, mvn clean package, ce qui va lire le fichier pom.xml qui se trouve dans le repos. Et le résultat de cette opération va être la présence d'un fichier .war dans un dossier target qui sera dans le container démarré par GitHub Actions. Vous voyez qu'ici, il y a une seule commande, donc elle est directement après le run. Ici, j'ai écrit plusieurs commandes et au lieu de répéter ce bloc name run, j'utilise le pipe ici pour avoir plusieurs commandes. Vous voyez que j'ai aussi ici le ./build image qui me permet d'exécuter un script shell qui est aussi dans mon repos. Donc ça permet de réduire la taille du pipeline.yaml en regroupant
les opérations dans un script shell. J'ai une notion de secret, donc à un moment donné, je vais vouloir publier mon image Docker sur le registre. Je vais toujours faire ça avec une identité. Et je n'aurai pas envie de mettre mon mot de passe en dur dans ce fichier. Donc j'ai la possibilité ici d'utiliser les secrets. Donc si je viens dans le repos, vous voyez que j'ai ici, comme je suis administrateur du repos, je peux définir des secrets et j'ai cette variable ou ce secret qui s'appelle OpenAffectPath pour Personal Access Token. Une fois que je l'ai saisi, je ne peux pas le modifier. Si je vais dans Update, je peux écraser, mais je ne peux pas relire la valeur. Ça, c'est un mécanisme que vous allez retrouver dans tous les environnements de type GitHub, GitLab, Bitbucket. Donc, ça ici, ça contient le Personal Access Token d'une personne qui a le droit d'accéder au registre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un utilisateur ici qui s'appelle dev-openaffect, qui est un utilisateur technique que j'ai créé pour le projet, pour éviter de devoir utiliser mon Personal Access Token. Et ça me permet de contrôler les droits. J'ai dû faire ça quelque part à cause de la limitation de GitHub par rapport à la gestion des droits. Mais donc là, j'ai un utilisateur technique. Comme ça, je le gère comme une identité séparée. Et vous voyez que j'ai fait ici un Personal Access Token qui a le droit d'accéder au pactage, donc qui a le droit d'accéder au registre GitHub. Ce développeur, je l'ai ajouté dans l'équipe de projet et donc il a aussi accès au repos. Donc ça, c'est une chose que vous allez devoir regarder dans votre setup parce que ça dépend si vous avez fait une organisation pour votre projet AMT, si vous travaillez directement dans vos comptes utilisateurs, qui est-ce qui est maître. Là, il y a plein de combinaisons différentes, mais en tout cas, à un moment donné, vous allez devoir gérer ce mot de passe et mettez pas vos mots de passe en dur dans les scripts. C'est dangereux et en plus, maintenant, c'est même détecté automatiquement par GitHub dans certains cas où ils refusent vos commits s'ils voient que vous avez des credentials en dur. J'ai fait un test ici pour essayer d'afficher la valeur, ce qui serait un trou de sécurité. GitHub vérifie ça, ne va pas imprimer la valeur du secret sur la console. Néanmoins, ils disent que c'est une mauvaise idée de faire ça. Mais je voulais m'assurer qu'ils avaient bien la production. Donc ça, c'est quelque chose que je vais retirer. Mais j'ai au moins validé une fois que c'était le cas. Cette ligne ici, elle va me permettre de me loguer sur le registre GitHub Container Registry avec le compte dev-openaffect. Donc je vais, puisque c'est une infrastructure qui est gérée par GitHub, je peux utiliser une identité GitHub. Et puis le mot de passe, c'est le Personal Access Token que j'ai généré, ce que je viens de montrer avant. Donc si ça se passe bien, je suis connecté. Là, on a une connexion. Enfin, les credentials ensuite sont mémorisés. Donc je vais maintenant, une fois que je suis logué, je vais pouvoir faire plusieurs opérations. J'exécute Docker build comme je le fais. En fait, ça ici, c'est quelque chose que je faisais avant, mais qui n'est plus nécessaire. Donc ça, il faudra que je le retire, je me rends compte maintenant. Donc il y a le Docker build. Et puis cette opération ici, elle est importante. J'ai produit une image que j'ai appelée localement OpenAffect-flow. Je lui ajoute un tag
ghcr.io et en faisant un push de ce tag, c'est ce qui fait que mon image ne va pas seulement exister localement, mais qu'elle va être envoyée sur le registry de GitHub. Donc, c'est possible quand on a une image Docker de l'envoyer vers plusieurs registres. On peut l'envoyer vers GitLab, Docker Hub, GitHub, c'est tout à fait possible. Et on va souvent travailler avec ces tags pour dire qu'est-ce qu'on envoie dans quel registre. Donc là, on a vu le pipeline. Donc le but, c'est que vous vous inspiriez de ça et puis que vous ayez un modèle qui fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un test en live. Je vais faire une modification de code. Je vais faire une PR. On va regarder si le pipeline passe. Et puis ensuite, on va voir si on arrive à récupérer l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans mon terminal ici. Je suis bien dans le repos. Je vais me mettre sur master. Je vais récupérer la dernière version. Et je vais faire une branche que je vais appeler live demo. Donc, je suis sur ma branche ici. Je vais venir, j'ai pas ouvert IntelliJ. Donc, je vais démarrer mon IDE. Je vais ouvrir mon projet. Et je vais faire une modification ici. Donc, en principe, c'est clair que normalement, je devrais tester ça sur ma machine, mais je vais essayer de gagner un petit peu de temps dans Git status, git add, git commit-m, change welcome message. Je vais git push. Voilà, j'ai pushé mes modifications, donc normalement elles devraient arriver sur GitHub et je devrais pouvoir faire ma PR. Donc on voit ici que j'ai bien de l'activité sur une branche. Il est d'accord, si je regarde ce qui se passe dans Action, normalement je ne devrais pas encore avoir d'activité puisque je n'ai pas encore poussé quelque chose sur une des branches monitorées, je n'ai pas fait un push sur master. Et par contre, si je crée ma pull request ici, normalement, ça devrait déclencher des choses. Alors ici, il me dit qu'il n'y a pas de conflit. Et vous voyez que on a un check qui arrive ici. Et ce check, c'est ici l'exécution de mon pipeline. Donc si j'ai envie de suivre en live ce qui se passe, vous voyez que ici,
il est en train de travailler, il est en train de faire son build Maven, il est en train de construire l'image. Ça prend évidemment un petit peu de temps. Pendant ce temps, je vais venir ici. Vous voyez que je suis dans le repos. Je vais remonter au niveau de l'organisation. Vous voyez que j'ai ici les pactages qui appartiennent à l'organisation et j'ai un pactage flow qui est le nom de mon image. Donc je peux venir ici, je peux gérer, donc on voit ici que j'ai les tests. Ah, on voit qu'elle a été publiée il y a moins d'une minute, donc ça veut dire que mon pipeline est certainement arrivé au bout. J'ai la commande ici qui permet de récupérer l'image, et pas seulement moi, mais n'importe qui finalement. Et si je viens sur latest ici, j'ai les informations sur l'image et je ne sais plus exactement où c'est. Quelque part, on peut spécifier qui est-ce que ce pactage il est privé ou public. Par contre, une fois qu'on l'a rendu public, on ne peut plus le faire. Ah, view all versions. Normalement, il me semblait que c'était ici. Alors c'est peut-être parce que je l'ai rendu public que maintenant je ne peux plus faire le setup. En tout cas, quand on gère ces pactages ici, on peut décider soit de les garder privés, ce qui est le cas au départ. À ce moment-là, il faut faire un login sur le registre Docker avec des credentials GitHub. Ou alors on peut le rendre public. Donc, si je fais maintenant le Docker Pool, vous voyez qu'il a bien récupéré une image. Je n'avais pas fait de build Java sur cette machine. Vous vous souvenez que j'avais directement commité. Mais par contre, si je refais mon Docker Run en spécifiant le nom de l'image que je viens de pooler, si la démo n'est pas un échec cuisant, après le démarrage du serveur d'application, quand je reviens dans mon setup, ça fonctionne. Alors il y a un petit glitch sur le layout, mais vous avez vu le principe. Ça, c'est quelque chose que j'avais indiqué au cours. Vous voyez que j'accède à flow.ch. C'est un nom local, donc dans mon entrée DNS locale, dans mon fichier etc host, j'ai mappé flow.ch sur mon interface de loopback. C'est par rapport à la gestion des cookies par Chrome et c'est pour que la gestion des sessions, quand on va travailler avec les sessions des servlets, que tout se passe bien. Donc je vais revenir sur GitHub Pages. Je vais réafficher ici le script. Vous avez pour le moment pas accès au repos flow qui est privé dans l'organisation. Le but, c'est que vous reconstruisiez les choses et que vous ne fassiez pas simplement une copie de fichiers. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas accès directement à toute la solution. Mais vous pouvez lire ça. Et puis évidemment, je vous encourage à aller regarder la documentation
à vous inspirer de ça, mais après à l'adapter à votre cuisine. Et puis vous pouvez aussi vous amuser si vous avez envie d'envoyer des notifications par mail ou sur Slack. Je n'ai pas vérifié s'il y a déjà une action Telegram pour envoyer un message, mais c'est probablement le cas. Donc regardez ça et puis soyez créatifs. Mais en tout cas, c'est un outil qui est un type d'outil qui est super important parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent ça ou sont en train de mettre ça en place. Alors, ça fait partie des objectifs. Donc, vous devez, en deuxième semaine, construire un pipeline et être capable de construire une image, de publier une image. Et donc, on va faire des Docker Run avec les noms des images que vous allez préparer. C'est ce qu'on va utiliser pour regarder que vous avez bien travaillé. Alors, bon courage.